La frustration et le pessimisme grandissent à l'échelle internationale. L'espoir que les partis parviennent à s'asseoir et négocier est toujours... Ça c'est ce qui m'énerve le plus. De voir l'hypocrisie de ces gens-là. Soit disons la frustration grandit, je ne sais pas quoi, parmi la communauté internationale ou ces gens-là. Ces gens-là devraient concentrer toute leur énergie aux conflits comme Gaza, comme Somalie, comme le Congo, plutôt qu'en Ukraine. Vous venez d'attendre, voilà, la dernière attaque russe, comme je vous l'ai montré, a fait 1 mort. Ça tombe bien, on a le sonore du président ukrainien sur ces négociations tripartites. C'était ce matin. Alors, il dit ça, au même moment, il rencontre le nouveau chancelier allemand, Merz. Et on sait que depuis quelques semaines maintenant, Merz est très en pointe dans cette confrontation directe avec Moscou. On écoutera d'ailleurs le porte-parole du Kremlin dans un instant. Mais d'abord, écoutez ce qu'a dit le président ukrainien. Nous sommes prêts au format Trump-Poutine-moi. Si Poutine n'est pas à l'aise avec une réunion bilatérale, ou si tout le monde souhaite une réunion trilatérale, cela ne me dérange pas. Je suis prêt à tout format. Alors il est prêt à tout format et les Russes sont prêts ou pas à accepter, mais comme d'habitude, selon Moscou, tout est une question de conditions. Il n'y a aucun changement dans la position concernant la possibilité fondamentale d'une telle rencontre. Mais une telle rencontre devrait être le résultat d'accords concrets entre les deux délégations dans différents domaines. À cet égard, notre position n'a pas changé. Alors nous, Adina, on est voués, nous Européens, à faire le service après-vente, mais on n'est absolument pas acceptés à la table des discussions ou des négociations. Voilà la vérité. La vérité, c'est que les Européens ont beau gesticuler, Macron, Merz, tout ça. Zelensky lui-même sait qu'ils n'ont pas leur mot à dire et qu'ils sont totalement déconsidérés. Et quand on voit les postures belliqueuses qu'ils prennent dernièrement, c'est qu'il ne fait que renforcer la dangerosité d'une riposte russe sur l'Ukraine ou sur eux-mêmes. On comprend que Zelensky veuille les écarter. C'est normal. Mais ce qui me fait rire là-dedans, c'est que Zelensky voudrait une rencontre, lui, avec Poutine. Ou, si Poutine n'est pas à l'aise, lui, avec Trump et Poutine. C'est qu'il oublie. Et ce que Poutine avait déjà dit, c'est que lui, il a fait inscrire dans leur constitution qu'on n'a pas le droit de négocier avec Poutine. Et quand je vous avais commenté Military Summary que je ferai lundi, il vous avait dit que Zelensky a voulu se croire au-dessus de la Constitution et a déclaré qu'il est interdit à tout le monde de négocier avec Poutine, sauf lui. Et même si les Russes font semblant de parler là, ils ont déjà dit, tant que c'est Zelensky qui dirige l'Ukraine, ils ne signeront rien avec lui. Et surtout, tant que cette constitution-là restera comme elle est là, les choses, ils ne signeront rien avec lui. Et donc, lui, il veut une rencontre avec Poutine, pourquoi faire? Poutine, il a déjà dit, ils n'ont même pas encore reçu le mémorandum qu'ils doivent recevoir avec ce que Poutine veut ou ce que la Russie veut, et après faire leurs observations. Et ce n'est qu'à la suite où ils seront d'accord sur le mémorandum qu'ils pourront passer aux négociations du traité de paix. Donc, lui, il veut une rencontre avec Poutine. Pourquoi faire? Les éléments sur lesquels il travaille contient justement le fait que lui-même, il est illégitime. Donc, si Poutine, il l'accepte d'entrevoir ou un entretien avec Zelensky, c'est qu'il légitime Zelensky, que lui, il considère déjà illégitime. Donc, je ne sais pas si ces gens-là se rendent compte, ou si Zelensky se rend compte de la bêtise à chaque fois avec laquelle il essaye d'agir avec la Russie. Et on a déjà dit, la Russie n'est pas dans les effets de manche. La Russie est dans le concret. Ils disent ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils pensent, ils disent ce qui est possible, et après, vous négociez. Et je ne comprends pas, alors que nous sommes encore loin même d'être d'accord sur un mémorandum, lui, il voudrait rencontrer
Poutine et Trump. Alors que eux deux là, quand ils parlent même sans lui. C'est même pas ils parlent et que Zelensky est à côté, non, ils parlent sans Zelensky. Et donc, peut-être qu'on va revenir sur ce truc de Zelensky. Nous allons écouter qu'est-ce qu'ils ont dit ici. Les conditions de Vladimir Poutine, elles sont tombées peu de temps avant le début de cette émission, alors que Washington attend toujours le fameux mémorandum de la Russie pour la paix. Nos confrères de l'agence Reuters révèlent plusieurs conditions dictées par le chef du Kremlin en personne avant toute discussion. Reuters cite 3 sources liées aux négociations à l'origine de ces révélations. Parmi ces conditions, regardez l'engagement écrit que l'OTAN arrête son expansion à l'Est, neutralité de l'Ukraine, levée des sanctions, fin du gel des avoirs russes et protection des russophones en Ukraine. Valeria Faurmonten, ça ressemble étrangement à ce que l'Amérique pourrait accepter, et ça ne doit rien au hasard. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit les conditions voulues ou les conditions indiscutables de Vladimir Poutine. Parce que si on lit ça, ça laisse la place à l'interprétation qu'il se pourrait que les Russes se retirent des territoires qu'ils ont annexés. Or, les Russes ont déjà dit que si jamais il devait y avoir une négociation, ça ne serait pas une négociation pour un cessez-le-feu, ça serait une négociation pour la paix, et cette négociation devrait se faire sur la base de ce que l'Ukraine avait déjà accepté, ce qui est la neutralité de l'Ukraine et le renoncement à rentrer dans l'OTAN, mais aussi d'accepter que les territoires qui ont été annexés resteront russes et que les Ukrainiens devront se retirer. Et ici, il n'y a pas cela. Alors que ça fait partie des objectifs avoués et que l'on voit que les Russes essayent de concrétiser sur le terrain. Je ne parle même pas d'Odessa, qui est probablement le point stratégique, le point névralgique de ce conflit, parce que c'est à cause de Odessa que les Britanniques ont causé du tort à la marine russe et mettent en danger le pont de Kerch. Et donc, certes, ces points peuvent peut-être apparaître dans les revendications de Vladimir Poutine, ou ça sera peut-être dans les mémorandums, mais je ne suis pas sûr que ça soit ce que Poutine a mis comme point essentiel. Parce que comme point essentiel, on ne va pas rendre aux Ukrainiens ce qu'on a eu tas de mal à prendre par le sacrifice des Russes et des russophones ukrainiens. Le Donbass, Lugansk et tout ça. Ensuite, une fois qu'on a fini de dire ça, la levée des sanctions. Ça, c'est normal. Parce que ces gens-là ont sanctionné la Russie et si jamais il doit y avoir la paix, il faut qu'ils restituent à la Russie non seulement ses avoirs, mais aussi qu'on le laisse vivre sa vie. Et je ne sais pas, c'est quoi qu'est-ce que les Russes ils ont à gagner avec la levée des sanctions? Probablement, les Russes vont faire du business comme c'est, parce que business as usual, mais au niveau de peut-être l'approvisionnement des choses qu'ils ont besoin, c'est peut-être pour ça qu'ils ont besoin que les sanctions soient levées, parce que ils sont en train de tourner leur économie vers la Russie, vers la Chine et vers ailleurs. Et donc moi, ce qui me semble le moins pertinent par rapport aux revendications russes, parce que nous avons bien vu qu'ils sont en train de substituer tout ce que les Occidentaux ramenaient à la Russie. Ils sont même en train de relancer leur aviation, parce que du fait que leur aviation, enfin du fait que le domaine aérien occidental ait été coupé avec les Russes, ça a forcé les Russes eux-mêmes à se remettre à développer
leur propre système aérien ou leur industrie aérienne. Et donc, ils n'ont aucun intérêt à vouloir casser cela maintenant. Et donc, moi, je doute de beaucoup de choses qui sont là-dedans. L'OTAN, oui. Neutralité, oui, parce que les Ukrainiens, ils avaient déjà accepté ça. Fin des gels des avoirs, pas forcément pertinent, parce qu'on sait que les Russes, ils ont à peu près autant d'avoirs occidentaux dans leur pays. Protection des russophones. Bon, les 4 oblasts sont presque plus pris. Il ne manque Odessa. Probablement que si on renonce à Odessa, c'est quelque chose qu'ils doivent promettre. Mais les Russes ont dit qu'ils n'arrêteront ce truc que quand ils seront sûrs d'avoir obtenu ce qu'ils ont besoin. Parce que le fait de laisser Odessa ou de laisser les russophones d'Odessa hors de la Fédération de Russie peut aussi être un prétexte pour que une prochaine fois la Russie soit obligée de venir prendre Odessa. Donc ça aussi je mets en doute. On parlera de l'Ukraine bien évidemment parce que pas sûr que du côté de Kiev on apprécie véritablement les propositions. Ces derniers jours, d'après Trump, Poutine commençait à l'agacer. Donc c'était le moment propice pour eux de se positionner comme étant volontaires pour la paix. Donc clairement, effectivement, cette liste de courses pourrait convenir à Trump, qui sera ravi d'engager des pourparlers sur ce sujet. Maintenant, qu'est-ce que ça engage ? Qu'est-ce que veut dire la neutralité de l'Ukraine ? C'est-à-dire pas d'Union européenne non plus. L'OTAN, on sait que de toute façon, les membres de l'OTAN ne sont pas convaincus que l'Ukraine dans l'OTAN soit une idée géniale. Et même si les Ukrainiens ne sont pas tout à fait d'accord avec le reste du monde, les OTANiens, ça reste quand même une évidence que étendre l'OTAN jusqu'aux frontières russes n'est pas une solution. Maintenant, qu'est-ce que veut dire la neutralité ? Ça déjà c'est bien. Ça déjà eux-mêmes ils ont réalisé que ça c'était pas une bonne idée. Et tout est parti de cette connerie-là. L'OTAN voulait ça. Les Américains ou l'OTAN voulaient arriver en Crimée. C'est pour cela qu'on leur a pris la Crimée sans les prévenir. Donc eux-mêmes déjà ils commencent à accepter ça. Après la neutralité, on ne sait pas très bien. Mais au moins, eux-mêmes, déjà, ils commencent à accepter ça. Et c'est pour cela, peut-être, attendez, il est important d'aller sur France 24, puisque j'ai vu qu'ils ont mis... attendez. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, ici, on a cette vidéo qui dit... Moscou poursuit ses frappes en Ukraine. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 90 drones d'attaque et des drones imitateurs ont été lancés, dont 56 ont été interceptés. Selon l'armée de l'air ukrainienne, les Russes ont visé des cibles situées dans des territoires proches du front, dans les oblasts de Kharkiv, de Donetsk et de Soumy. Au moins une personne a été tuée. L'armée russe a également revendiqué la prise de 3 villages, un dans l'oblast de Kharkiv, 2 autres dans celui de Donetsk. Молишь, как всегда, раз, два и все. 3. А он как начал, один за одним, и до 13-го раза. И 13-й летел, и где-то не взорвался, упал просто и все. Ces nouvelles frappes russes font suite à une vague de 3 jours d'attaques aériennes menées par Moscou, au cours desquelles les forces russes ont lancé plus de 600 drones et des dizaines de missiles à travers l'Ukraine. L'Ukraine a elle aussi mené une nouvelle attaque cette nuit visant notamment l'usine Avangard de Saint-Pétersbourg spécialisée dans la production de microélectronique. Dans le sud du pays, à Stavropol, une explosion a tué 2 hommes dont Zour Gourtiev, un vétéran de l'opération militaire spéciale à Marioupol. Moscou et sa banlieue ont également été visés, mais les défenses aériennes ont repoussé les 3 drones, a indiqué le maire. Bon, au moins ici c'est un peu équilibré parce qu'on vous montre bien que il y a eu des attaques russes et il y a eu des attaques ukrainiennes. Et comme les Français ne le font pas, les attaques russes de ces derniers jours sont une riposte aux attaques ukrainiennes qu'il y a eu avant. C'est pas juste eux, ils se sont levés et soudainement ils se sont dit on va commencer à les attaquer comme ça. L'Ukraine avait lancé plus de 700 drones, si j'ai bien compris, d'après la dernière vidéo de Carolina Galacteros. Le rendez-vous est donné le 2 juin à Istanbul pour ce 2e cycle de négociations. Mais au préalable, Kiev
attend toujours de Moscou un document détaillant ses conditions pour une paix durable. Même le prétendu mémorandum promis et préparé depuis plus d'une semaine n'a pas été communiqué. L'Ukraine ne l'a pas reçu, nos partenaires non plus. Une autre tromperie russe. Ils font tout pour que ces réunions soient vaines. Une exigence rejetée par le Kremlin ce jeudi, qui affirme par ailleurs n'avoir reçu aucune réponse de l'Ukraine à sa participation à ces nouvelles négociations. Si les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre se sont intensifiés ces derniers mois, ils n'ont produit pour l'heure que peu de résultats, à l'exception d'un échange de prisonniers la semaine dernière. La frustration et le pessimisme grandissent à l'échelle internationale. L'espoir que les parties parviennent à s'asseoir et négocier est toujours... Ça c'est ce qui m'énerve le plus. De voir l'hypocrisie de ces gens-là. Soit disons la frustration grandit, je sais pas quoi, parmi la communauté internationale ou ces gens-là. Ces gens-là devraient concentrer toute leur énergie aux conflits comme Gaza, comme Somalie, comme le Congo, plutôt qu'en Ukraine. Vous venez d'attendre, voilà, la dernière attaque russe, comme je vous l'ai montré, a fait 1 mort. Ils consacrent toute leur énergie à un truc où il y a le moins de morts possible par rapport aux autres conflits. Présent mais reste fragile. Des efforts sérieux, concrets et sincères sont nécessaires dès maintenant pour retrouver le chemin vers une paix juste. De son côté, le président américain a adopté un ton plus dur à l'égard de son homologue russe en raison des derniers bombardements en Ukraine. Mais Donald Trump exclut pour l'instant de prendre de nouvelles sanctions. Pour le président français en déplacement à Singapour, cette décision ou non de sanctionner la Russie en cas de refus de cessez-le-feu est un test de crédibilité pour les États-Unis. Ben oui, bien évidemment. Quand toi-même tu n'as plus de crédibilité, tu demandes la crédibilité des autres, n'importe quoi. Il n'a même pas honte. Donc comme nous venons de voir, le 2 juin, donc ça veut dire dans 2 jours, il devrait y avoir une nouvelle négociation entre les deux pays. Et si le mémorandum n'est pas encore sorti, il y a 18h sur LCI, ils ont fait fuiter, soi-disant, selon eux, les exigences russes, comme on voit ici. Et je ne sais pas qui d'autre il y a sur le plateau, mais vous voyez, l'intervenante elle-même a déjà concédé que voilà, l'adhésion dans l'OTAN, ce qui était la condition sine qua non de Zelensky, eux-mêmes ils ont compris parce que les Américains déjà, ils ont dit « niet ». Ça, c'est pas possible. Que vous le vouliez ou non, et ils vont voter contre. Et l'OTAN appartient essentiellement aux Américains. Mais après, pour le reste, elle est là, elle essaie de voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que veut dire protéger les russophones? Est-ce que ça veut dire ce que Poutine essaie de faire accepter à l'Ukraine depuis le début, c'est-à-dire désarmement total de l'Ukraine? Est-ce que ça veut dire changement de gouvernement avec un gouvernement paritaire pour protéger les russophones et donc des pions de Poutine à la tête du pays? Le diable se cache dans les détails. Avec des pions de Poutine à la tête du pays. Vous avez eu le pion de l'Europe à la tête du pays pendant la présidence de Zelensky et maintenant qui est là sans avoir été élu. Est-ce que vous vous en plaignez? Moi, je ne comprends pas comment est-ce que les gens ils peuvent croire qu'en démocratie, le président qu'ils élisent n'est pas lui-même le pion de ceux qui l'ont mis au pouvoir. Donc, eux, ce qui leur inquiète, c'est juste que des gens qui auraient des accointances avec Poutine arrivent au pouvoir. Mais si ces gens-là ont des accointances avec l'Union européenne qui elle-même désavoue et fait l'inverse de ce que ces populations veulent, ça c'est pas un problème. Mais si cette personne-là a des accointances avec la Russie, là par contre c'est un problème. Que rédiger, c'est très joli sur le papier. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment on le met concrètement en œuvre? Et puis, en l'occurrence, pourquoi l'Ukraine devrait subir des dommages au-delà de celles qu'elle a subies matériels et humains, en plus des dommages politiques. Donc, ça sera difficilement acceptable si Poutine essaie de pousser
ces points d'importance de guerre, hein, c'est ce qu'ils cherchent depuis le départ, c'est-à-dire la neutraliser l'Ukraine autant qu'entité indépendante. Alors Marianne, il ne faut pas non plus passer à côté de la levée des sanctions et le fin du gel des avoirs russes. Oui, bien sûr. Ça, c'est une demande russe depuis longtemps. Elle a pris de l'importance depuis qu'elle avait balancé pour Kursk. Comme quoi Kursk, c'était pas important et que les soldats, ils étaient pas contents. La levée des avoirs russes, c'est déjà du vol. Mais quand on voit la liste de courses, là aussi, on a quand même envie de dire qu'il y a pas beaucoup de choses de nouveau là-dedans, hein, parce que l'OTAN, c'était effectivement un point de non-retour. Puis il y a beaucoup de flou, effectivement. Alors la levée il y a les avoirs russes, il y a effectivement les sanctions. La Russie, même si elle est en économie de guerre actuellement, elle a quand même beaucoup de mal. Hein, ça a quand même fait beaucoup de mal à l'économie russe, même si on a dit que bon, on se souvient que Bruno Le Maire nous disait, bah oui, non, mais ça va faire énormément de mal à la Russie. Elle s'en est bien sortie, mais parce qu'elle est aussi en économie de guerre. Ça, il faut pas l'oublier. Mais moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est on fait quoi des territoires occupés là en ce moment par les Russes? Parce que ça, il en est absolument pas question. Or, c'était un gros point de blocage. Il y a la Crimée aussi, parce que là, les Ukrainiens sont ok pour dire bon, on gèle pour le moment le front, mais on en rediscute après. Là, il y a rien. Et puis justement, le diable se cache dans les détails. Hein, protection des russophones en Ukraine. Et là aussi, je vous rejoins. Ça veut dire conserver ces territoires. Oui. Vous les connaissez bien. Vous allez assez sur le terrain pour le voir. Exactement. Mais c'était une des causes entre guillemets de Vladimir Poutine pour l'invasion en Ukraine. Donc ça ne fait que corroborer le fait que voilà, c'est un ballon d'essai soit des Occidentaux eux-mêmes pour voir qu'est-ce que les Ukrainiens seraient plus ou moins enclins à prendre ou pas, parce que je vous rappelle que à chaque fois qu'ils ont voulu faire quelque chose en Russie, quand ils voulaient commencer à parler des missiles longue portée, ils avaient fait fuiter ça dans la presse pour voir quelle serait la réaction du côté ukrainien et du côté de Moscou. La réaction de Moscou avait fait geler ou retarder la décision. Moi, ça sort par Reuters. Moi, je trouve ça bizarre. Sputnik, RT et tous les autres canaux dont dispose la Russie ne disent rien. Et c'est Reuters qui va révéler cela. Je trouve ça bizarre. Ou ça, c'est ce que les Américains voudraient que les Ukrainiens acceptent. Parce que comme moi je l'ai dit, ça ne semble pas être quelque chose qui vient de la Russie. Parce que la Russie, elle a déjà dit, la réalité du terrain doit primer. Et ce qu'on a déjà pris ne reviendra pas. Ça semble un truc que les trucs que les Américains ont déjà vu que voilà, c'est perdu pour les Ukrainiens, autant mieux qu'ils acceptent. Le fait qu'ils ne rentreront pas dans l'OTAN, pendant que Biden était là, il n'a même jamais signé ça, et Trump, lui, il est farouchement contre, donc ça, c'est mort. La neutralité, parce que de toute manière, la Russie, on dit que ceux qui allaient mettre leurs pieds en Ukraine seraient considérés comme des ennemis à l'époque où Biden était là, et Trump, il a dit, niet, nous, on n'ira pas. Et les Français eux-mêmes, ils disent qu'ils n'iront que s'il y a la paix et si les Américains acceptent de leur offrir la protection pour que eux ils aillent protéger ce qui restera de l'Ukraine. Donc, et Poutine a toujours dit niet. Donc, autant mieux que ni les Français ni qui que ce soit là et que le pays soit devenu un pays neutre, comme était la Finlande. Donc moi, ça m'a plus l'air d'être une volonté américaine, ou c'est que les Américains voudraient que les Ukrainiens acceptent et peut-être que les Russes consentent à accepter. Parce que moi, ça ne m'a pas l'air d'être la liste de Vladimir Poutine ou la liste des Russes. Parce que la levée des sanctions des Occidentaux, c'est ce que les Américains, eux, vont faire de leur côté et envisagent de faire de leur côté. Pour ce qui est des Européens, nous avons vu que les Russes, comme Tom Benoît l'a montré, comme le reportage sur France Info l'a montré, les Russes sont en train de trouver des alternatives à tout ce que les Européens leur ont privé. Et de toute manière, si jamais les relations entre la Russie et les États-Unis reprennent, eh bien, une bonne partie de ce que les Européens veulent priver les Russes seront donnés ou approvisionnés par les Américains. Et donc, ça sera des parts de marché perdues par les Européens. Et donc, la levée des sanctions occidentales, ça n'a pas trop de sens parce que les Américains, eux, envisagent déjà de lever des sanctions.
C'est plutôt la levée des sanctions européennes qui pose problème. Et après, à la fin, on a fin des gels des avoirs russes. On ne sait pas combien d'avoirs russes sont restés aux États-Unis, mais on sait qu'il y a une bonne partie qui est en Europe et c'est cette partie-là qu'ils ne veulent pas rendre. Et donc, ça a plutôt l'air de quelque chose que les Américains ont écrit, parce que regardez comment c'est écrit, protection des russophones en Ukraine. Ça veut dire qu'on essaye de dire aux Russes, pas besoin de pousser plus loin ou de prendre d'autres territoires russophones. L'Ukraine garantira désormais la protection des russophones. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne le vois pas autrement. Et donc, moi, je soupçonne que ce soit l'administration Trump qui ait fait fuiter ces choses-là plutôt que les Russes. Parce que vous avez vu, ça date des 18 heures, mais si vous savez comment fonctionne LCI, ça veut dire que ça date de plus que 18 heures. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils ont commenté bien avant et qu'ils ont publié il y a 18 heures. Mais par contre, sur France 24, nous avons vu des infos qui datent de il y a quelques heures. Et dans ces infos qui datent de il y a quelques heures, vous avez Zelensky qui dit que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas reçu le mémorandum. Alors qu'on est censé négocier le 2 juin et que nous n'avons pas encore répondu, nous n'avons pas encore reçu le mémorandum. Et quand ils ont montré la partie russe non plus n'a pas dit qu'ils ont envoyé le mémorandum. Donc si le mémorandum n'est même pas encore écrit, n'a même pas encore été transmis, pourquoi eux transmettraient leur volonté ou ce qu'ils veulent aux Américains d'abord? Ça n'a pas vraiment l'air de ressembler à comment les Russes ou à comment Vladimir Poutine fait les choses. Parce que nous avons bien vu qu'à chaque fois que Vladimir Poutine a annoncé quelque chose, cette chose n'est pas ce qui a été fuité dans la presse et c'est une chose que ni Trump, ni Macron, ni Zelensky s'attendaient. Donc je ne comprends pas pourquoi soudainement il changerait de mode opératoire. Par contre, nous savons que l'administration américaine aime bien, comme les Français, faire des effets de manche et donc tester en disant les choses avant pour voir comment les gens vont réagir. Qu'est-ce qu'on en fait de ces territoires? On les laisse aux Russes avec justement en disant mais c'est des territoires qui russophones, donc on les annexe et on reste sur place. Ça va créer un problème. Il y a trop de flou là-dedans. Alexandre Négrus, Poutine continue. On parlera de Donald Trump et de ses menaces à peine voilées hier. Ça, c'est une façon quoi? De gagner du temps, d'amuser la galerie ou tout simplement de dire voilà à quel point la Russie ne veut pas la paix? En recontextualisant, on sort d'une séquence de négociations qui ont accouché d'une souris, qui ont été un échec, c'est-à-dire que la condition... Non mais je suis fatigué de tous ces présidents des instituts, des consultants, des machins, de tout ça. Eux tous font de la géopolitique et ne disent pas grand-chose de pertinent dans les bêtises qu'ils racontent. Et surtout quand ils viennent sur ces plateaux, on aurait dit qu'ils viennent juste prendre leur chèque et ils ne viennent pour rien apporter de concret, de plus-value pour que les gens puissent comprendre. Du cessez-le-feu n'a pas été accepté par Poutine et pour cause, il souhaite poursuivre la guerre. Je crois qu'aujourd'hui, Donald Trump cherche aussi une porte de sortie, tout simplement, quitter ce conflit d'une façon convenable pour son propre électorat, par rapport à son propre parti, et se concentrer sur d'autres projets prioritaires selon la politique étrangère américaine. Donc on est face à un moment extrêmement dangereux pour les Ukrainiens, puisque parmi certaines conditions exigées par Poutine, où je suis d'accord, c'est invariable, ça ne change pas depuis le début, et derrière la neutralité de l'Ukraine, il faut lire aussi la neutralisation de l'Ukraine. La vassalisation. La vassalisation de l'Ukraine, et c'est un projet politique qui n'est pas abandonné par Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'on parle des territoires actuellement occupés. De manière générale, Vladimir Poutine prépare aujourd'hui sa guerre d'Europe. Et le positionnement, le comportement de Donald Trump de manière générale lui convient très bien. Il attend que Trump se désengage pour ensuite être confronté face aux Européens, fracturer l'OTAN, fracturer le pilier européen de l'OTAN. Et puis on verra aussi tout à l'heure dans ce LCI midi le fait que l'armée russe se prépare à une grande offensive sur l'Ukraine. Laura Pouget vous donnera d'ailleurs tous les détails. Alors avant de revenir sur le coup de pression... Ok, alors moi j'aurais bien voulu voir soi-disant la grande offensive que les Russes préparent et tout ça. Donc je vais essayer de voir si j'arrive à le repérer ici. Laura Pouget.
Je ne l'ai pas vu. Donc, comme vient de dire ce monsieur, et comme maintenant eux-mêmes ils sont réduits à l'accepter, Poutine n'a jamais bougé de ce qu'il a dit quasiment le jour où il a déclaré l'opération spéciale. Il fallait neutraliser neutraliser l'Ukraine et sauver les populations du Donbass. C'est en substance ce qu'il y a toujours, et de chasser l'OTAN de là. C'est ce qu'il a toujours réclamé depuis les négociations d'avril 2022. Et si vous retrouvez, je vais peut-être vous remettre la séquence quand on dit qu'est-ce que les Russes ils avaient négocié en 2024, non en 2022, en avril 2022, c'était essentiellement ça: écarter l'OTAN, neutralité de l'Ukraine. Ils avaient accepté que l'Ukraine soit comme l'Allemagne. Ils aient une petite armée pour maintenir l'ordre à l'intérieur du pays, mais pas une armée pour la guerre. Parce que comme il serait un pays neutre, avec la garantie que les Russes leur donneraient plus ce qu'ils obtiendraient des Européens, ils n'auraient pas besoin d'une armée, concrètement. Comme les Allemands ont vécu pendant des années. Et donc ici, cette personne est juste venue une fois de plus encore, malgré le peu de choses qu'il a dit qui est concret, venir rajouter à la propagande anti-russe de LCI. Comme quoi, oui, c'est pour vassaliser l'Ukraine, patati patata, oui. Mais l'Ukraine n'est-elle pas déjà vassalisée? Zelensky, là, tout ce qu'il a fait là, c'était de son propre chef. Quand on apprend que Biden, il est sénile et que les décisions de Biden lui-même sont à remettre en cause, donc vous pensez que Zelensky il obéissait aux injonctions de qui? Zelensky a-t-il l'air d'avoir agi pour le bien de sa population? Quand on voit tous les Ukrainiens qui sont morts et tous les problèmes qu'il y a à mobiliser les Ukrainiens maintenant, mais ce qui vous intéresse, c'est plus d'avoir peur de qu'est-ce qui pourrait se passer si on a un président qui s'attend bien avec la Russie, plutôt que de vous inquiéter de tout ce qui a été fait de mal par celui qui a été vassalisé par l'Europe. Et donc, je pense que je suis au bout de ce live. Peace out.